je pense que quand on parle donc de l'importance, parce qu'on parlait de la science comme production du vrai, bien sûr, si on place ça dans la société, l'évolution historique correspond à ce que vous dites, mais il y a des variables, disons, je dirais plus sociales, qui font que ce n'est pas n'importe quand que ces transformations-là se sont faites, c'est après les années 70. Pourquoi? Parce qu'à partir de 75, on a la première crise du pétrole et le système décroche. La croissance exponentielle de la science de 45 à 75, si on fait les courbes de production en termes bibliométriques, on voit très bien qu'il y a un décrochage à partir. Donc, le taux de croissance est beaucoup plus faible depuis les milieux des années 70. La croissance exponentielle des coûts, elle continue. Ça veut dire qu'on commence, et ce n'est pas un hasard encore, c'est en 1975, on commence dans les organismes subventionnaires qui existent à l'époque à créer des programmes qu'on appelle stratégiques. Ça, c'est très bien, c'est la politique scientifique. La politique scientifique, c'est une invention du milieu des années 60 par l'OCDE, qui fait les politiques nationales des sciences, la France, le Canada, les États-Unis, la Norvège, et qui dit, la science étant devenue justement une chose socialement tellement présente, c'est plus juste Darwin qui s'amuse dans son coin, là. C'est une science massifiée qui produit des technologies rapidement. On pense à la pilule à la fin des années 60, et donc il faut des politiques scientifiques. Ça, c'est tout à fait légitime. Il n'y a jamais personne qui aurait mis ça en cause, à mon avis, quand on regarde sur le plan historique et sociologique, parce que ça dit, l'argent étant limité, on ne peut pas aller dans toutes les directions. Et par exemple, si on parle de la fusion nucléaire, on avait deux programmes, un programme de fusion par inertielle, puis un programme de fusion par confinement magnétique. Comme les coûts sont astronomiques, on a dit, là, le confinement magnétique, on va le faire en Europe, et le confinement inertiel, on va le faire aux États-Unis. Donc ça, c'est la gestion politique de la science. Mais une fois qu'on a dit qu'on veut du confinement inertiel, on arrête là. On dit aux physiciens, mais là, c'est vous qui allez essayer de faire ça. Voyez-vous, donc, il y a des étapes de transfert de contrôle, et le contrôle social, à travers les élus, autant qu'on peut, c'est de dire quelles sont les priorités. Par exemple, si on dit maintenant la priorité, c'est le cas dans tous les États depuis les années 90, ce sont les nanotechnologies, les chercheurs, eux, donnez-leur 2 euros, ils vont travailler sur n'importe quoi. Fait que là, on dit, vous voulez travailler ces nanotechnologies? Il n'y a pas de souci, donnez-nous de l'argent, faites des nanotechnologies. Donc, mais une fois qu'ils font ça, c'est pour ça qu'il faut voir à quelle étape on parle du rôle. Mais lorsqu'on veut dire, par exemple, que la sélection naturelle est fausse, au nom d'un document religieux quelconque, là, on est dans la confusion intellectuelle. Darwin, la sélection naturelle, c'est un problème de science, c'est pas un problème de religion. L'évolution de l'homme, c'est un problème de science, c'est pas un problème de religion. Donc, on a cette autonomie qui dit, on ne mélange pas les cartes. Mais c'est vrai que la science, par son succès, mais ce n'est pas la science par elle-même, et son succès uniquement, qui contribue, c'est la vision particulière, qui est la vision, bien sûr, vous le savez, positiviste de la science, qui dit que, gérer, il nous faut des chiffres. Et là, on a le phénomène qui est une loi sociale que j'appelle « any number beat no number ». Aujourd'hui, n'importe quel nombre, vrai ou faux, inventé ou non, est toujours mieux que quelqu'un qui compte une histoire. Et ça, c'est un problème important, parce qu'il y a beaucoup des nombres qui circulent qui sont faux. Parce qu'au moins, en mathématiques, ce qui est intéressant, c'est que vous faites des calculs, on peut montrer que les calculs sont faux. Mais ça n'a aucun effet sur ceux qui utilisent ces nombres-là. Parce que le nombre a une valeur purement idéologique. Donc, c'est un dérapage de la méthode scientifique qui dit, je mesure pour savoir la température. Je ne mesure pas pour savoir si vous êtes en état de bien-être spirituel. Pourtant, on a, en psychologie, un intérêt au bien-être spirituel des gens qui se sentent bien, mais on veut toujours les ramener à des nombres. Mais ça, c'est une perversion de la science. Mais je pense que les forces les plus importantes à court terme, au-delà de l'évolution des forces sur les siècles, c'est une vision managériale de contrôle général de l'évaluation par des gens qui n'y connaissent rien et qui vont avoir des effets pervers, parce qu'on le sait, ça ne donnera pas le résultat, ça va donner l'inverse du résultat. Il y a plein d'exemples historiques qui le démontrent. Donc, en gros, je suis d'accord avec votre analyse, mais par des formations de sociologue, je l'amènerai à des forces matérielles plus localisables au cours des 20 dernières années, parce qu'on n'avait pas ce problème-là des années 70. Pourtant, il y avait toujours de l'évaluation. Toujours. Mais comme vous le dites, c'était quelqu'un qui disait « Oui, j'ai lu les articles de Gingras au cours des 15 dernières années, puis c'est intéressant, il a fait de la bibliométrie en sociologie, il n'a pas commencé à compter si j'en avais fait 12. Oui, on le voit souvent, il publie beaucoup, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et il faut savoir, c'est la dernière phrase que je vais dire, parce qu'on a tendance à l'oublier en France en particulier, mais en Europe,
Dans les départements d'histoire aux États-Unis, par exemple, moi, je reçois, et j'ai reçu dans le passé, des directeurs de département qui m'envoient le dossier. Ils disent, gars, on a un collègue qui demande une promotion. On écrit à 5 chercheurs qu'on considère capables de l'évaluer, et voici son dossier. Voici ses 2 livres, voici ses 4 articles. Lis ça, fais-nous un rapport de 5 pages et réponds aux questions suivantes. Est-ce qu'il publie dans ce que vous considérez des meilleures revues de votre domaine? Il ne demande pas si le facteur d'impact est 4,355. Ils me disent, est-ce que vous pensez que ça, là, c'est bon ce qu'il fait? Puis donnez-moi votre avis, puis d'autres vont me donner leur avis, puis nous, enfin, on va dire, bien, il y en a 2 sur 3 qui disent que tu es bon, puis un qui dit que tu n'es pas bon, mais nous, on va faire notre jugement. Donc, c'est la catégorie de jugement qui est tombée. Le chiffre doit servir au jugement. Si on dit qu'il fait 30 degrés, on peut peut-être dire, bien, c'est bien, ou on peut peut-être aussi décider d'augmenter la climatisation. Mais ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas parce qu'on dit 30 degrés qu'on doit partir la clim. Ça va dépendre d'où on vient, etc. Donc, il y a vraiment une confusion qui est grave et qui fait qu'il faut en parler, en discuter pour amener aux gens à revenir à la réalité. Il y a d'autres forces sur lesquelles on reviendra plus tard, parce qu'elles sont très importantes. C'est ceux qui gèrent nos universités. Parce que ce n'est pas des choses abstraites, ça. Qui sont ceux qui deviennent les recteurs, les présidents d'université, les vice-recteurs? Quel type de personnes qui seront maintenant à ces niveaux-là? Et si on analyse ça un peu, puis que, par exemple, le président de Harvard s'appelait Derek Buck, qui a été président d'Harvard pendant une quinzaine d'années, qui a écrit des livres sur l'université, puis s'est dit, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est pas ça, l'université. Et Derek Buck étant quand même pas n'importe qui. Hein? Mais il ne croit pas que c'est en mesurant les choses avec une balance micrométrique que la science avance. Donc, une réaction rapide à votre affaire sur plusieurs points, mais on pourra développer. Je vais répondre très brièvement parce que exactement ce que vous venez de dire, on a les données empiriques qui montrent rigoureusement le contraire. Pourquoi? Toutes les fraudes, là, on peut commencer avec l'homme de Piltdown, on peut prendre le cas de Schoen dans les laboratoires de IBM aux États-Unis, on peut prendre en psychologie sociale le cas de Stapel des Pays-Bas, je peux vous en monter une pile autant que vous voulez. Tous ces cas-là n'ont pas été mis en évidence par un AERS ou une organisation externe, ont été mis en évidence par les pairs. Prenons un exemple de Schoen. Schoen nous annonce dans les revues Nature, Science, des découvertes fondamentales sur les microchips biologiques, ces effets techniques. Les experts du domaine lisent ça et disent « Ah, c'est intéressant, mais nous, dans nos laboratoires, là, on est incapable de refaire ça. Ça ne marche pas, c'est impossible. » Et là, au début, on peut dire « Ah, mais c'est parce que toi, ton labo, c'est un labo qui manque des bons produits. IBM, c'est quand même pas n'importe qui. Il ne publiera pas n'importe quoi. » Au début, ça commence comme ça. Mais après quelques mois ou une année, quand ce n'est pas uniquement moi qui n'est pas capable de reproduire ces données, mais c'est vous, c'est lui, toujours des chercheurs qui se rencontrent dans des colloques. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont dit, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas dans Schoen. Donc, ils ont retravaillé, ils ont fait une enquête, et Schoen avait tout inventé, ces données. Mais ce n'est pas des institutions d'enquête qui ont produit ça. Dans tous les cas, sans exception, c'est les chercheurs. C'est normal. Parce que les chercheurs disent, écoute, par exemple, il y a un cas qui vient d'arriver, là, il y a quelques mois, en ethnographie. Il y a une chercheure américaine qui s'appelle Alice Goffman, qui a publié un livre d'ethnographie d'une bande on dit nous des bums, tu sais, des petites bandes de bandits qui ont commis un meurtre. Et bon, elle, comme ethnographe, on peu les avait suivis, puis il y en a qui pensent que elle a publié un livre. Et les experts en ethnographie qui lisent le livre, ils disent, c'est curieux, elle dit qu'elle n'a pas pris beaucoup de notes dans telles circonstances. Or, comment se fait-il que dans le livre, il y a des extraits d'entrevues très longs, alors que nous qui sommes ethnographes, le savons que si je vous parle ici, demain, vous allez être incapable de répéter ce que je dis. Vous allez dire, oui, Gingras a dit telle affaire, mais vous allez le dire dans vos mots. Donc, ça veut dire que l'expert, lui, qui, lui, s'intéresse aux données les plus récentes, est le mieux placé pour le faire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dans tous les cas, après, il y a une enquête. Mais qui a fait les découvertes? Les collègues. Moi, quand je lis un livre d'ethnographie, je ne suis pas ethnographe, moi, je suis sociologue. Bon, peut-être que je peux me faire passer... Par contre, quand moi, j'ai lu le texte de Sokal, comme j'ai une formation de physicien, j'ai vu tout de suite. C'est une farce, tout de suite. Mais si vous n'êtes pas physicien, puis Sokal fait une blague sur la physique, vous ne comprendrez pas la blague. Mais comme j'ai vu que c'est une blague, j'ai dit, OK, ce texte-là n'est pas un texte scientifique, c'est une farce.
Donc, les experts sont effectivement, historiquement, ceux qui ont toujours trouvé les fraudes. Donc, le système fonctionne. Pour la première, il n'y a aucun doute, je ne peux pas le démontrer en 10 minutes ici, mais donc je l'affirme, mais je peux vous le montrer en 3 heures, n'importe quand. Il n'y a aucun doute qu'on a changé structurellement de système à partir des années 80. On a des indicateurs bibliométriques, structuraux, des transformations du système mondial de la science, mais on a des indicateurs conjoncturaux évidents. Et donc, la vente de la promesse, hein, de plus en plus, elle s'est accentuée, il n'y a aucun doute, pour des raisons précises. Ces raisons-là sont le fait que c'est une combinaison de plusieurs variables, mais qui arrivent ensemble et créent ça. Massification de la recherche. Énorme. La quantité de chercheurs, c'est complètement astronomique. Okay? Par contre, la montée des coûts n'a pas suivi. Conclusion, et là, on a un indicateur très, très simple. Le taux de réussite, par exemple, à la NIH ou chez nous au NSERC, le National Science Research Council, qui, dans les années même 70, donc c'est pas très loin, étaient des taux de 80 %. Quand les taux de réussite chez nous étaient de 80 %, tous les scientifiques, dans tous les départements de sciences de la nature, je prends l'exemple des sciences de la nature pour l'instant, sciences sociales, c'est autre chose, parce qu'on peut faire plein de recherches en sciences sociales sans avoir d'argent, c'est une autre question. Sciences de la nature, avec un taux de 80 %, tout chercheur savait qu'il serait reconduit. Et donc, il avait une autonomie, il dit, bon, moi, je travaille sur telle chose. Tout ce qu'on lui demandait à tous les 3 ou 5 ans, c'est, bon, est-ce que tu as fait quelque chose? Oui, ça a avancé, puis là, j'ai un progress report, puis OK, c'est bon. Donc, les taux de reconduction étaient 90 %, avec un taux global de 80. Donc, tu es assuré toute ta carrière de toujours avoir de l'argent. Lorsque ça décroche, les taux de réussite descendent, et aux États-Unis, aujourd'hui, à la National Institute of Health, ce qu'on appelle un PI, le Principal Investigator, donc le chercheur principal, c'est le début de son autonomie. À quel âge, et c'est leur chiffre, un chercheur principal a sa première octroi de la NIH? 45 ans. Et donc, ils ont dit, faisons la courbe d'extension. Dans 10 ans, au taux actuel, bien, le nouveau chercheur PI va avoir 50 ans. Donc, il va-tu bord de la retraite? Mais au fond, il n'aura jamais eu d'argent. Parce que les taux de réussite sont de 20 % et moins. Et c'est rendu chez nous, au Canada, la même chose avec l'Institut de recherche en santé. Les taux de réussite des chercheurs sont moins de 20 %. Donc, les chercheurs autour du même labo, ils savent que 4 sur 5 autour n'aura pas la subvention. Plus la variable haute, qui est le contrôle d'en haut des priorités précises, pas la priorité globale de dire oui dans le cancer, mais priorités précises. Donc, on dit, OK, ils veulent ces priorités-là, je vais lui compter un boniment que je guéris le cancer d'ici 10 ans avec 2 pilules, ou je crée le réacteur de fusion nucléaire dans 10 ans. Alors qu'on sait que ça va être 50 ans. Il n'y a personne qui croit ça, mais on va le dire. Donc, vois-tu, tu as plusieurs variables matérielles précises qui poussent, et on va dire, OK, on va donc inventer, et c'est le passage, depuis les années 60, rappelez-vous, il y a un indicateur simple. Des années 60 et 70, on parle de quoi? De politique scientifique. Des années 70-80, on parle de politique technologique. 90-2000, on parle de politique d'innovation. Donc, on est passé de la science à la technologie, à l'innovation. Et aujourd'hui, pour vous montrer l'absurdité de la rhétorique, j'ai un cas extraordinaire qui est canadien. C'est l'Institut de recherche en santé crée son plan quinquennal. Donc, qu'est-ce que l'Institut de recherche en santé se donne comme priorité en gros, 2016-2020. Le titre de son document, et là, on voit le marketing de l'organisation, croyez-le ou non, c'est « Capturing Innovation ». Et là, quand j'ai vu ça, j'ai donné des conférences aux instituts de recherche clinique, j'ai dit, écoutez, réfléchissons à ce que veut dire « Capturing Innovation ». J'ai dit, là, vous avez et vous voulez capturer le papillon. Mais le papillon, lui, il est là. Mais pour capturer l'innovation, il faudra peut-être d'abord la créer avant de la capturer. Mais vous avez une institution dont le but est d'aider les chercheurs, donc de produire du nouveau, en leur donnant des subventions, en disant, OK, tu travailles sur le cancer, tu as une bonne idée, on te donne une subvention. Et on attend, en espérant, en étant optimiste, que dans 3 ou 4 ans, tu vas avoir une découverte. Statistiquement, on va découvrir des choses. Mais non, le titre même, c'est « Capturing Innovation ». Mais je dis, mais qui
peut la capturer si personne ne l'a créée. Ça montre le point de déconnexion d'organisation dont la fonction est de réfléchir à la recherche. Si eux ne réfléchissent pas à la recherche, ce n'est pas le ministre qui va... Lui, c'est normal qu'il ne réfléchisse pas à la recherche. Mais l'organisme payé pour réfléchir à la recherche, qui produit un document dont le titre est Capturing Innovation, c'est à mon avis un indice qu'on est à un niveau de déconnexion de la compréhension élémentaire de ce que tu viens de dire. Bien, on veut innover et on s'en va par là. Et le cas de la fusion que je prends toujours est extraordinaire, parce que dans les années 50, on se disait il y a deux voies inertielles. Donc, il y en a une des deux qui va marcher d'ici 30 ans, c'est sûr. Mais il n'y en a aucune qui marche. Puis c'est pas grave, parce que ça s'appelle l'innovation. C'est plus compliqué que ce qu'on croyait, faire une fusion nucléaire. Mais aujourd'hui, à cause de la pression, aux États-Unis, c'est le confinement inertiel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le budget américain est problématique. Ils ont des problèmes économiques comme tout le monde. Et la fusion nucléaire coûte tellement cher que là, le Congrès a dit, OK, on vous donne ça depuis quelques années, mais en décembre 2015, là, si vous ou en gros, là, si vous n'atteignez pas ce qu'on appelle le breaking point, que l'énergie qui rentre dans le réacteur est égale à celle qui sort, là, on coupe les subventions. Parce que ça fait 30 ans que vous dites que vous allez réussir. Qu'est-ce qui est arrivé quelques mois avant? Annonce dans Nature ou l'autre, on vient presque d'atteindre le breaking point. Ça, c'est exactement comme le boson de Higgs qu'on a annoncé exactement 5 fois. Premièrement, ils disaient, regardez, on a un sigma 2, ce n'est pas la découverte, mais c'est dans la bonne direction. Mais on ne l'a pas encore découvert. Or, en termes médiatiques, on l'avait annoncé. Ensuite, on a dit, on est sigma 4, on est presque sûr maintenant, mais on vous reviendra en avril parce qu'on va avoir le 5 sigma et probablement qu'on va être 100% sûr. Ils l'ont annoncé 2 fois. Et dans les médias, ça veut dire CERN, c'est génial, c'est le boson de Higgs. Et là, quand ils sont arrivés avec la vraie annonce, ils l'ont réannoncé. Ça veut dire que c'est le marketing qui est maintenant à la base. Pourquoi? Donc, Capturing Innovation, c'est écrit pour le ministre. Ce n'est pas écrit pour les chercheurs. Les chercheurs savent bien que c'est une absurdité comme titre, mais c'est un manque de respect envers les chercheurs qui se sont révoltés contre ce document-là, qui pourtant devoir représenter la politique officielle de l'Institut de recherche en santé, dont la fonction est de servir les chercheurs en santé. Et non pas les chercheurs en santé, servir les besoins de l'Institut de recherche en santé. C'est l'inverse. Donc, c'est des transformations réelles qui ont des conséquences réelles et qu'il faut analyser dans les forces réelles qui sont là pour ensuite essayer de les modifier et, entre autres, en rappelant à ces institutions-là que, oui, il faut tenir compte de ce que le ministre dit, mais il faut aussi dire la vérité au ministre. Il dire, écoute, mon coco, historiquement, la recherche donne des résultats. On l'a vu en santé avec les vaccins, on l'a vu avec plein de choses. Ça va encore en donner, mais ça coûte plus cher. L'unité de découverte constante coûte aujourd'hui, en guillemets, 2 fois plus cher. Parce que l'accélérateur des années 50, il est fini. Le spectromètre de masse des années 70, c'est de la vieille barbe. Il nous faut un spectromètre qui va donner le même article de spectromètre de masse, mais d'un spectromètre de masse dont le coût est 5 fois plus élevé, ou d'une technique en biologie moléculaire. Dans certains cas, les coûts diminuent, mais dans certains cas, les coûts globaux de la recherche montent. Donc, c'est des forces réelles, matérielles, qui forcent les chercheurs. Et aux États-Unis, c'est une catastrophe. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la National Academy of Science, la National Science Foundation, qui dit le système américain s'en va dans le mur. Il y a trop de chercheurs, il n'y a pas assez d'argent, et on a surévalué l'importance de la recherche dans la société. On a surproduit des gens de doctorat, de sorte que des milliers de postdocs qui vivent de postdoc en postdoc à 40 000 US, qui sont les petites mains de la recherche, un lumpen prolétariat de la recherche scientifique. Ça, c'est connu aux États-Unis, c'est démontré, et c'est tellement problématique que même les grands dirigeants disent qu'il faut changer le système de la recherche. Et il y a des causes à ça sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais je reviendrai si vous voulez, qui sont précises. C'est entre autres les frais indirects de la recherche que la NSF paye aux universités, et que les universités savent que s'ils font plus de recherche, ils ont plus de frais indirects. Donc, ils engagent de plus en plus de monde pour qu'ils fassent de la recherche, parce qu'eux, ils ont des frais indirects de la recherche. Mais ils se foutent de savoir si ensuite tous ces producteurs de recherche vont avoir des postes qui sont équivalents. Donc, il y a des effets pervers assez délirants dans plusieurs états du système de la recherche, en sciences de la nature, qui sont plus graves. En sciences de la santé, c'est encore plus grave. En sciences humaines et sociales, il y a des problèmes, mais sont moins graves, il me semble. Oui, enfin, je peux réagir, mais peut-être un petit peu en boule de billard sur un certain nombre de points. Le premier point, effectivement, c'est qu'il faut faire valoir ce que l'on fait, et dans un temps de plus en plus court. Donc, effectivement, on s'inscrit dans des logiques de marketing, dans des logiques de visibilité sociale, symbolique, qui prescrivent
en quelque sorte, de pouvoir se vendre. Alors je prends un exemple très, très simple. Si par exemple vous faites une recherche sur la différence de température entre le jour et la nuit, entre une population normale et une population bipolaire, si vous voulez, bon, ça ne va pas rameuter les foules et éventuellement ouvrir les vannes financières. Si vous dites origine endocrinienne ou neuroendocrinienne de la bipolarité, ça se vend. Donc effectivement, il y a là un coup de force, si vous voulez, qui conduit les chercheurs à assurer, et je crois que Bruno Latour avait pas mal travaillé sur la question de la science en action, où le directeur de laboratoire, finalement, va vendre en quelque sorte auprès des uns et des autres pour avoir des financements. En même temps, c'est un double mind aussi, en même temps, on est dans une logique de plus en plus bureaucratique et qui accompagne, à mon avis, la massification dont on a parlé, mais je voudrais en dire un mot d'ailleurs, et puis, ce que je considère, après Max Weber, encore une fois, comme le propre des sociétés, pourrait-on dire, démocratiques, qui évoluent vers une logique bureaucratique. Bon, on ne peut pas trop détailler, ce n'est pas le moment et ce n'est pas le lieu. Mais enfin, je crois que c'est extrêmement important. Donc à la fois télescopage, si vous voulez, entre eux, je reviendrai dessus, une logique de marché, et en même temps une logique effectivement très bureaucratique, où vous devez rendre des comptes tous les 2 ans, enfin toutes les évaluations de multiples façons. Vous passez beaucoup plus de temps à rendre des comptes sur ce que vous faites, que vous ne faites pas, qu'à le faire, bien évidemment. Et alors là, effectivement, c'est tout à fait dramatique. Le point qui me paraît important aussi, et là, je suis étonné qu'on n'ait pas parlé, ici, à Dauphine, si vous voulez, quand vous évoquez les indicateurs. Moi, j'ai rien contre les chiffres. Je n'étais pas sûr de statistiques et pas trop mauvais. J'ai rien contre les chiffres. Mais les chiffres devraient être là pour nous permettre de parler, pas pour nous faire taire. Or, effectivement, la manière dont ils sont utilisés, c'est pour nous faire taire et pas du tout pour nous permettre d'en débattre, de savoir, alors on peut donner des tas d'exemples, mais de savoir comment ils ont été fabriqués, qu'est-ce qu'ils ont comme conséquences. Si on a le temps tout à l'heure, je vous donnerai un exemple des palmarès établis pour les hôpitaux, par exemple, dans la grande presse, mais il n'y a pas que la grande presse qui pratique comme ça. Mais bon, ça, si on a le temps, on en parlera après. Mais justement, ce à quoi je faisais allusion, sur les indicateurs, si vous voulez, c'est un indicateur qui a une bonne quantification. Pour reprendre Desrosières, c'est drôle parce que j'avais envie de citer Desrosières tout à l'heure et je m'en suis obtenu. Mais j'aime beaucoup justement gouverner par les chiffres. Et on voit bien justement avec Desrosières, bon, vous avez une bonne quantification. Et allez, on saute le pas, vous avez une bonne mesure. Mais à partir du moment où cette mesure devient une cible, c'est la loi de Goodhart, reprise par Robert Lucas, également, c'est un économiste. C'est lorsque une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. Je vous donne 2 exemples rapides. Premier exemple, c'est lorsqu'on a voulu évaluer les services médico-chirurgicaux concernant la lutte des maladies nosocomiales, les maladies qu'on attrape à l'hôpital, on s'est aperçu qu'il y avait une assez bonne correspondance ou corrélation, ça reste à discuter, entre l'utilisation des flacons de solutés hydroalcooliques et l'efficacité de lutte contre les maladies nosocomiales. Lorsque c'est devenu non plus comme ça, je dirais la scannérisation d'un État, mais la norme, le critère d'évaluation, eh bien évidemment, peu importe ce que vous faites des flacons hydroalcooliques, vous pouvez les virer dans les chiottes, les amener chez vous, enfin, bon, peu importe. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez une bonne mesure qui est devenue une cible et qui est devenue une mauvaise mesure. Ça ne veut plus rien dire. Ce sont des stratégies que vous déterminez. Deuxième exemple classique, qui a été notamment repris par Robert Salé, concernant les conseillers de Pôle emploi. Lorsque vous évaluez la performance, alors il faudra revenir sur ce mot de performance d'ailleurs, parce que vous évaluez la performance des conseillers de Pôle emploi en termes de capacité de réinsérer les demandeurs d'emploi, n'est-ce pas, sur le marché du travail. Résultat des courses, vous induisez une posture qui vise à sélectionner les meilleurs dossiers, puisque les types sont évalués, à sélectionner les meilleurs dossiers pour pouvoir justement répondre à une situation qui n'est pas réelle. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, ce n'est pas une finalité réelle, c'est une réalité qui a été fabriquée, qui est une réalité abstraite,
C'est la réalité normative. Ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup, les dossiers de demandeurs d'emploi qui auraient sans doute le besoin, justement, des conseillers, c'est-à-dire les plus vulnérables, n'est-ce pas? Donc, sont laissés de côté. Avec également comme conséquence que peu importe l'adéquation entre la demande d'emploi et le marché du travail à ce moment-là, puisque ce qui va compter, c'est le chiffre. Vous parliez de la police, sauf que je connais très bien quelqu'un qui, à un moment donné, fait un grand bruit dans notre société, c'est Siem Swede. Siem Swede qui a publié Omerta dans la police, où elle raconte que l'évaluation de l'activité des policiers aux frontières, étant le nombre de bâtons, le nombre de contrôles, etc., cela amène à des stratégies même frauduleuses, c'est-à-dire froisser des passeports, etc., afin d'accroître et de répondre aux normes. Ça n'accroît pas la performance ou l'efficacité, c'est pas vrai. Ça détermine. Alors, moi, je ne crois pas à la théorie du complot. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des méchants qui décident un beau jour, si vous voulez, de coloniser de manière néolibérale les esprits des uns et des autres. C'est pas ça. Ma référence, c'est Michel Foucault. C'est-à-dire que je pense, si vous voulez, que le pouvoir ne se possède pas, il s'exerce. Et que donc, en quelque sorte, c'est le système qui fait que ça fonctionne comme ça. C'est pas des gens qui décident. Voyez. Et je crois que le déterminer, et on l'a vu par rapport aux doctorants, on l'a vu par rapport aux enseignants, déterminer en quelque sorte un indice, par exemple, de production de performance comme une cible, fait qu'à l'heure actuelle, le choix des sujets de thèse... Alors, il y a des domaines où c'est pas gênant. Si vous prenez, par exemple, les sciences physico-chimiques, le type a travaillé sur la paillasse, c'est son patron qui va lui donner un sujet déterminé, il est dans une synergie d'équipe et autres, ça ne va pas avoir du tout les mêmes conséquences, par exemple, vous voyez, qu'en sciences humaines et sociales, voire dans certaines sciences médicales, voire dans certaines sciences juridiques, etc. Donc du coup, à notre insu, on vient de déterminer une nouvelle hiérarchie des disciplines scientifiques ou de connaissances. Alors je le vois par exemple dans le domaine, si vous voulez, des sciences médicales. Il va de soi que davantage c'est orienté vers la technique, davantage c'est orienté vers le matériel lourd, etc., davantage, n'est-ce pas, la spécialité acquiert une noblesse et une aristocratie par rapport, par exemple, à la clinique, aux sciences plus cliniques, la gynécologie médicale par opposition à la gynécologie obstétricale, etc., la pédiatrie génétique par rapport à une pédiatrie plus clinique. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai connu une époque où c'était les laboratoires de physiologie ou la clinique qui avait le haut du palier, je dirais, dans les facultés de médecine, par exemple. Bon, à l'heure actuelle, ça va être plutôt tout ce qui va être technique. Et là, je crois que ça rejoint une question que vous avez évoquée sur la logique de marché. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas se contenter de cette expression qui peut faire passe-partout. Il y a autre chose qui est en jeu, qui est l'automatisation dans nos sociétés. Et si vous voulez, la bureaucratie, aujourd'hui, elle a trouvé, je dirais, par le truchement de l'informatique notamment, mais pas que de l'informatique, elle a trouvé une amplification énorme de ce que Jacques appelait le système technicien. Et donc, effectivement, on est face à ce problème-là. Alors, comment aboutir à inciter les gens à créer et à innover? Parce qu'en même temps, on les met dans une logique où ils sont assujettis à des fonctions et des places. La première chose à faire, il y a une série d'étapes. Mais moi, je crois que ce n'est pas si compliqué que ça. Ça s'appelle être capable, dans des positions de décision, de les prendre, les décisions. Okay? Des gens, moi, j'ai toujours, mon président d'université, c'est pas moi, mais j'ai dit, si c'est toi, tu prends une décision. Si tu ne veux pas la prendre, tu démissionnes, puis il y en aura un autre qui prendra la décision. Donc, il y a des gens, il y a des présidents d'organismes, ça existe. Il y a des gens qui ont des pouvoirs. J'ai siégé pendant 6 ans sur le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, donc le conseil d'administration de l'équivalent de l'ONR. J'ai siégé 3 années sur le European Research Council sur un comité. Donc, première chose qu'il faut savoir, et qu'on n'a pas tendance à savoir, parce que je vais être un peu carré, là, mais les chercheurs, par exemple, on vient de dire le facteur d'impact, les gens qui utilisent le mot le facteur d'impact ne savent pas de quoi ils parlent. Par exemple, le facteur d'impact ne caractérise en rien un article. Pas du tout. Ça caractérise la revue. C'est élémentaire. Mais pourtant, les gens disent oui, oui. Puis après, ils disent, facteur d'impact de la revue. Non, non. Donne-moi les citations de ton article. Là, au moins,
on peut critiquer la citation, mais au moins, elle mesure l'article. Si mon livre est cité 1000 fois, bien, c'est mon livre qui est cité. C'est pas la revue Nature. Moi, j'ai un article dans la revue Nature. Hey, Nature, je m'en fous, la revue Nature. Ce que je veux, c'est que mon article est lu. Or, la revue Nature, 80% de toutes les citations en revue Nature sont à 20% des articles. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité des articles de Nature ne sont pas cités. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que si on a un indicateur, il faut savoir qu'est-ce qu'il mesure. Première étape. Première chose, mon comité European Research Council, pendant 3 années, on a des sociologues autour de la table, on était une vingtaine, c'est un gros comité interdisciplinaire, des anthropologues, des sociologues, des politologues. En gros, c'était les domaines qu'on avait. On évaluait les demandes European Research Council. À aucun moment, en 3 années, quelqu'un est venu sortir les conneries, qu'il faut bien appeler des conneries, parce que c'est démontrable. Personne n'a dit « Ah oui, c'est quoi, lui, son facteur H? C'est quoi les facteurs d'impact? » Non, ils ont lu le projet, ils ont dit « Ah oui, c'est un projet intéressant, on en a discuté. » Puis l'autre a dit « Ben non, regardez, c'est pas un projet intéressant, parce qu'il vient de dire là, c'est absurde, on sait ça depuis Weber. » Il y a eu une vraie discussion pour jouer. Donc, premièrement, c'est pas général. Il y a des comités. Les pires comités, il faut les nommer, c'est les économistes, qui sont, en gros, essentiellement autistes, et qui disent « Ah, il y a 5 revues importantes. American Economic Review, vous venez de dire « Ah oui, il y a des revues de qualité en économie, mais pas en histoire de la pensée économique. » Je m'excuse, mais c'est une absurdité de dire ça. J'ai un article dans une revue d'histoire... Non, je sais que c'est pas vous. Mais ceux qui disent ça, non, mais vous l'avez dit au sens que... Mais donc, des gens disent ça. Ceux qui disent ça, il faut les rappeler à l'ordre, de dire, toi, tu es en économétrie, très bien, tu ne connais rien à l'histoire de la pensée, parce qu'effectivement, tu es à peu près autiste, donc contente-toi de tes revues d'économétrie. Mais tu n'imposeras pas sur le comité ce critère-là. Pourquoi? Parce que je peux prédire et prévoir, très simplement, empiriquement, que ça va donner une chose absurde, que je vais vous la lire, qui est la suivante. Des gens qui appliquent mécaniquement ces absurdités-là, il faut juste les ramener à l'ordre. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un chercheur, non, un président d'une institution que je nommerai pas, mais qui est publié, c'est dans le journal, c'est paru dans la revue educpro.fr, donc c'est sur le site, c'est une école de commerce, et voici la citation, donc c'est public. Ça donne ça, ça dit « Nous avons su repérer des revues qui sont plus accessibles que d'autres, et nous essayons de faire des choses correspondant à ce qu'elles attendent. » Là, tu as quelqu'un d'une organisation dont il dit, nous, notre organisation, on n'est pas là pour réfléchir si on a des projets de recherche, on est là pour, cette revue-là, qui est 2,04 de facteurs d'impact, veut qu'on fasse des choses comme ça, il n'y a pas de souci, on va les faire. Fait que toi, je t'embauche parce que tu sais faire ça. Donc, ça, c'est les effets pervers. Donc, comment le mesurer? Ça veut dire, et c'est commencé, il y a des gens qui président des organismes et qui disent, sur le comité, il est interdit d'utiliser le facteur H. Pourquoi? Parce que, c'est un facteur faux, je ne le démontrerai pas ici. Et si vous l'utilisez dans la réunion, vous allez faire une mauvaise décision parce que lui a 12, puis lui a 4. Fait que 12, c'est plus que 4, donc on prend lui, puis lui, il n'est pas bon. C'est faux, c'est empiriquement faux. Donc, il faut arrêter ça. Mais ça se fait par des décisions. On dit maintenant, vous êtes un comité, et si c'est moi qui préside le comité, je vais dire, ce que vous venez de dire, c'est hors ordre. Avez-vous un commentaire sur le contenu du texte? Vous n'en avez pas? C'est très bien. Vous en avez un, est-ce que le texte est bon? Ça a l'air c'est un peu carré parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ici, mais c'est faisable. C'est des décisions d'organisation en disant, voici les règles du comité 34. Le comité 34 veut que vous me disiez, vous, que je vous embauche sur 12, si vous considérez en majorité, et tout le monde sait, c'est démontré que l'année prochaine, si moi je ne suis pas sur le comité, vous allez avoir vos subventions, parce que moi je ne vous aime pas, mais statistiquement, là, ça a été démontré bibliométriquement d'ailleurs, que les projets subventionnés, le système d'évaluation par les pairs marche, a été mesuré 50 fois, je l'ai mesuré en 96, on l'a remesuré récemment pour le European Research Council, parce qu'on a un contrat de bibliométrie pour analyser la structure d'impact global, pas individuel, pas savoir si vous êtes cité, on s'en fout, ça c'est au niveau individuel. Au niveau qu'est-ce que le programme marche. Toutes les études montrent une chose, l'évaluation par les pairs choisit effectivement ceux qui sont parmi les meilleurs, même lorsqu'on définit ces meilleurs de façon bibliométrique individuelle. Donc, il faut revenir à quoi? Bien, à ce qu'on a toujours fait, des comités de pairs qui évaluent les demandes. S'il y a plus de demandes, faisons plus de comités, mais c'est pas vrai qu'il faut accepter les gens qui disent « j'utilise le facteur H ». On va dire « OK, comme tu ne comprends pas, c'est pas grave parce que ça fait 50 fois qu'on t'explique qu'il est faux, mais on va décider que c'est interdit ». Par exemple, j'ai dit au comité « voici », puis je l'ai fait empiriquement, je dis « regardez, j'ai des demandes. Les demandes des chercheurs dans leur CV, ils mettent leur indice H.
Or, la phrase « mon indice H est 12 », c'est une phrase qui n'a aucune signification. La phrase ne peut avoir une signification que si c'est « mon indice H est 12 dans Google Scholar » ou « est 12 dans Scopus ». Si tu ne mets pas la source, il est faux. Fait que moi, j'ai refait les calculs, je les ai regardés, la moitié de mes dossiers, les chiffres sont faux. Conclusion, dans le CV, on dit, tu m'envoies ton CV à European Research Council, tu mets ta liste de publications, mais tu ne mets pas tes citations, puis tu ne me mets pas ton facteur H. Parce qu'il est faux, parce que le monde ne sait pas comment ça se mesure, il utilise ça comme une mantra, une magie. Donc, il y a des façons, appelons-les autoritaires, mais il vient un temps où on va entendre des conneries, comme j'en entends régulièrement, sur le facteur H, sur les facteurs d'impact. Qui a fait des maths et qui considère que 24,035, ça a un sens? Depuis quand il y a une mesure en physique qui a 3 chiffres significatifs? Ça n'existe pas, sauf pour la charge électrique ou à peu près. Or, on nous dit qu'il y a des facteurs d'impact à 3 chiffres, à 3 décimales. Il faut que quelqu'un allume un jour se dit pourquoi. Bien, je suggérais la réponse. C'est que si vous enlevez les 3 décimales, toutes les revues sont égales. Et je l'ai démontré pour les 37 revues d'économie. Si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, il y a 3 revues en haut, et toutes les autres sont égales. Fait que là, vous dites, OK, ce n'est pas un classement, vous voulez un classement. Vous voulez un classement, il faut mettre 3,132, parce que là, vous devenez 18e, puis je deviens 19e. Mais si vous faites 3,1, on est tous 3e. Tous 3e. Donc, il faut savoir déconstruire les indicateurs pour les remplacer par des bons indicateurs. Et là, de dire, oui, vous avez le droit de regarder, et la bibliométrie standard, entre guillemets, notre inconscient l'a toujours fait. Tout le monde, depuis 50 ans, sur un comité, regarde un dossier, il dit, oui, lui, il a publié juste un article depuis 4 ans. Donc, en gros, il dit, c'est pas un gros dossier, là. C'est beau dire qu'en physique, on ne publie pas 40 par semaine, mais quand même, un article par 5 ans, ce n'est pas la norme. Donc, ces gens-là avaient spontanément, inconsciemment, une moyenne de dire, bien, dans mon domaine, 2-3 articles par année dans le Journal of Biochemistry, c'est correct. Donc, il y avait comme appelons-la une bibliométrie qualitative, mais les facteurs H, c'est des divisions, des multiplications, c'est l'âge du capitaine. Mais je pense qu'il y a des façons décisionnelles, et c'est commencé à des endroits, par exemple, il y a beaucoup de revues qui maintenant refusent que le facteur d'impact soit écrit à côté de la revue dans votre CV, parce que c'est une arnaque, cette affaire-là. Alors que si on sait que vous êtes en chimie, vous dites oui, c'est publié dans Geographica Acta, je connais, ou si je ne le connais pas, qu'est-ce que vous faites sur le comité si vous ne connaissez pas les revues de votre discipline? Donc moi, je pense que c'est possible de faire, mais les gens n'ont pas, je dirais justement, ça me faisait penser à ce que vous disiez tantôt, n'ont pas, c'est le mot que je cherche, non plus la capacité, c'est ça, de prendre des décisions et de juger. Donc on dit, OK, je ne veux pas juger. Donc, lui, c'est 12, lui, c'est 4. Bien, 12, c'est plus grand que 4. Donc, c'est pas moi qui ai décidé, c'est le chiffre. Au lieu de dire, oui, il y a 12, mais 12, c'est moins que 4 en termes de qualité de citation, parce que pour des raisons techniques. Donc, derrière le chiffre, il y a la peur de décider. Sur des bases, vous dites, les comités de pairs, ça a été démontré dans les années 80 par Cole & Cole dans une étude classique à la National Science Foundation. Si vous reprenez le comité de pairs, vous en faites un autre avec les mêmes projets. Les top 10 sont les mêmes, parce qu'on le sait dans tous les comités. En haut, tout le monde est d'accord. Le milieu, ça s'inverse, parce qu'un qui était bon, l'autre dit plus bon. Mais sur le grand norme, ça fonctionne. Pour dire, à cause que ça ne fonctionne pas dans certains cas, on va faire une usine à gaz avec des chiffres qui ont l'effet pervers beaucoup plus grand, je ne suis pas certain de ça. Donc oui, on peut agir, mais ce n'est pas les chercheurs qui vont le faire, parce qu'eux, ils font des choses complètement schizophréniques. J'ai vu des informaticiens qui savent compter et qui, devant le facteur H, ne comprennent rien. On les explique 4 fois, regarde, ça, c'est incompatible avec ça, c'est démontré. Oui, mais c'est important, un facteur H. Je dis, on vient de démontrer que c'est faux. Oui, mais c'est important. Je dis, OK, discussion close. Donc, il y a des gens qui deviennent un peu bizarroïdes lorsque c'est le temps de la mesure. C'est curieux, parce que moi, j'ai fait beaucoup de conférences sur cette question-là, puis j'entends toujours des discours parfois complètement schizophrènes. Je dis, mais savez-vous compter? Oui. Ah bon, regardez, je l'ai démontré en 4 lignes que c'est faux. Ah oui, c'est vrai, mais oui, mais si c'est plus que 60, là, ça devient intéressant, puis à partir de 38 ans, puis là, vous avez un indicateur qui est bon. C'est comme un thermomètre qui est bon uniquement entre 23 et 32 degrés, puis entre 75 et 78. Puis là, vous dites, bien, je vais le prendre, mon thermomètre. Je dis, non, tu le scrapes et tu le remplaces par un thermomètre qui est bon sur toute l'échelle. Il y a des façons de le faire, je l'ai suggéré dans mon livre. Il faut l'imposer aux chercheurs, parce que les chercheurs
prennent l'indicateur qui fait leur affaire. Toujours, c'est des gros égos, c'est tous des génies individualistes, et tous les autres sont moins bons qu'eux. Fait qu'ils vont réussir à concocter leur facteur H pour dire le mien est plus grand que toi. Et donc maintenant, on s'insulte non plus à savoir qui pisse le plus loin, comme on faisait avant. Là, c'est qui a le plus gros facteur d'impact. C'est une absurdité. Le système doit changer. Merci. Yves. Nicolas. La revue en question, enfin l'article là des Duc-Pro, il est assez connu en fait, et on s'occupe demain de cette revue. Maintenant, on s'occupe, on va la déclasser en fait. Elle pose plein de problèmes. C'est moi qui instruis le dossier. Voilà. En même temps, moi, je ne suis pas capable de juger de l'intégralité. On évalue la liste demain par un 6e. Et je ne suis pas capable d'évaluer la plupart des articles en fait, qui vont nous être proposés. Alors, il y a ceux qui sont en économie, auxquels je suis complètement incompétent. Ceux qui sont en gestion, en marketing, en RH, je ne suis pas très bien sûr de savoir. Dans mon champ, qui est la compta contrôle, très franchement, il y a des revues, je ne les ai jamais ouvertes, parce que moi, j'ai une cible de revues assez... ma communauté épistémique, elle est assez limitée, en fait, et donc je ne vais pas aller voir le reste, donc je m'appuie sur les collègues. La question que je me pose, c'est combien on a laissé passer, d'ailleurs, la revue s'appelle Journal of Applied Business Research, combien on a laissé passer de Journal Applied Business Research, qu'on a détecté. Alors, une fois qu'on a détecté ça, ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant qu'on a un peu mieux compris le jeu social qui est derrière, c'est qu'on allait taper le nom des auteurs en question pour voir où est-ce qu'ils écrivaient ailleurs, en fait. Parce que, par exemple, l'auteur en question qui est cité ici, il a sorti 13 articles dans cette revue en 2014. Donc, on se dit, waouh, quoi, c'est vachement bien. Donc, du coup, on regarde où est-ce qu'il a publié ailleurs, parce que ça nous donne des indices, en fait, pour le reste. Mais du coup, demain, si on déclassait une autre revue, parce qu'on a défini dans le réseau, pour faire du Latour, là, on a défini dans le réseau exactement où se trouvaient les points de faiblesse, je pense que ça serait complètement inaudible pour une bonne partie de la communauté. Il va falloir l'investir. Alors que celui-là, c'est clair. Celui-là, il fait partie du common knowledge. Là, tout le monde l'a identifié, celui-là, comme étant un problème. Donc, moi, j'ai quand même un problème sur... moi, je ne suis pas capable d'évaluer la plupart des revues qui me sont données, des articles qui me sont donnés, ce que c'est bien ou ce que c'est pas bien. Il n'y a que mes articles qui sont bien. De toute façon, ça, c'est un postulat de base, et puis après, le reste... Par rapport à votre question, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire demain? C'est un peu ça la question. Moi, je reprendrai un petit peu ce qu'a dit Yves tout à l'heure. Je crois que, si vous voulez, peut-être que déjà, il conviendrait de savoir quelle valeur on peut accorder et évaluer les indicateurs d'évaluation, tout bêtement déjà. Pour prendre un exemple très simple, il a montré, et d'autres aussi, que le classement de Shanghai, ça ne tenait pas la route. Il n'empêche que 70% des responsables d'établissements supérieurs ne pensent qu'au classement de Shanghai. J'en ai des tas d'exemples. Bon. Donc, si vous voulez, il y a déjà ce premier problème. Alors, ça m'amène, si vous voulez, une première proposition, et ce sera peut-être d'ailleurs la seule, mais elle est massive. Prenons du temps pour en parler. Or, si vous voulez, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, l'histoire du métier et l'histoire, si j'ose dire, du capital, bien sûr que la recherche est un métier. Bien sûr qu'on ne fait pas de la recherche comme un lobby, c'est évident. Mais à l'heure actuelle, la recherche est impactée de la même manière que l'ensemble des professions. La médecine, la magistrature, etc., parce que moi j'appelle une prolétarisation généralisée. C'est-à-dire une confiscation de la possibilité de faire œuvre artisanale d'une certaine manière. Dans artisanal, il y a cette dimension artistique, n'est-ce pas, qui est confisquée. Le savoir-être, le savoir-faire sont confisqués par des machines. Alors ces machines, bien sûr, on dira que du temps du 19e siècle, c'était des machines matérielles. Bon, aujourd'hui, ces machines, elles sont immatérielles mais bien réelles. Ce sont les règles de bonne pratique, ce sont les protocoles comparés, standardisés par benchmarking, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en gros les pas à accomplir qui sont tracés. Et si vous vous écartez du chemin, alors vous êtes flingué. Mais c'est aberrant parce qu'en même temps, on vous demande d'être créateur. Alors là, pour le coup, vous avez une injonction paradoxale. Il y a de quoi devenir schizophrène, effectivement. Mais ce n'est pas les chiffres, moi, qui me posent problème. Encore une fois, on peut aller consulter le classement des lycées, le classement des universités, mais savoir ce que ça veut dire. Or, effectivement, déjà, ce que ça veut dire qu'on devrait avoir une réflexion avec des gens qui s'y connaissent en matière d'évaluation idiométrique. Et puis, ensuite, peut-être accepter cette idée qui paraît ridicule, mais qu'il faut du temps. Et que quand, par exemple, moi, la première fois où je me suis retrouvé vice-président au CNU, il y a eu 395 dossiers de maîtres de conférences à traiter. Donc, effectivement, les critères formels, là, ils sont beaucoup plus faciles. Hein.
si on est obligé de lire, même si on n'a pas les 395, mais si on en a 25, l'ensemble des travaux, vous vous rendez compte de ce que ça représente. Donc il y a vraiment, si vous voulez, de la même manière que l'hôpital risque de devenir une usine à soins, on va dire que l'université, la recherche, mais aussi les évaluations sont en train de devenir une usine à production d'indicateurs. Alors, justement, pour m'appuyer aussi sur Lyotard, il avait une phrase assez extraordinaire, n'est-ce pas, où il disait que dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. Je crois qu'il faut accepter qu'on perde du temps pour pouvoir penser à ce que l'on fait, pour pouvoir en parler avec d'autres. Et, dernier point, si vous voulez, je crois qu'il faut aussi accepter que dans les différents lieux qui produisent de la connaissance, vous voyez, je n'ai même pas la prétention de dire la science, mais dans les différents lieux qui produisent de la connaissance, peut-être qu'il y a des régions qui ont leur spécificité. Leur spécificité, ça ne veut pas dire qu'elles se replient de manière corporatiste. Ça, c'est la pire des catastrophes. Et à mon avis, c'est ce qu'on paye aussi. C'est-à-dire qu'on est trop corporatiste et maintenant, on paye justement une espèce de normalisation, si vous voulez, bureaucratique. Mais que c'est peut-être pas la même chose de faire de la recherche dans tel domaine de l'économie, dans tel domaine du droit, dans tel domaine de la physique, etc. Qu'il y a peut-être plusieurs informatiques, plusieurs physiques, plusieurs psychologies, plusieurs gynécologies, etc. Et donc qu'on n'essaie pas à tout prix, si vous voulez, d'homogénéiser, de détruire en quelque sorte les régions spécifiques qui produisent une certaine manière de penser et de créer. Et pour moi, je le dis toujours, je suis pour la biodiversité des espèces épistémologiques, dans tous les domaines. Et je serai pour une biodiversité des espèces de critères d'évaluation, qu'on puisse à la fois avoir des chiffres, c'est très important, effectivement, qu'on puisse également en parler, et puis aussi qu'on puisse, alors là ça rejoint la question de la démocratie, il ne faut pas un repli clanique et féodal, ce qui a été le cas à l'hôpital, ce qui a été le cas partout, n'est-ce pas? Il faut aussi que les citoyens, alors je suis d'accord avec ce que disait Yves, il n'y a pas de science citoyenne, mais il y a une recherche qui peut être évaluée sur critères citoyens, ce qui n'est pas pareil. Hein. C'est-à-dire que la science, elle ne peut pas être qualifiée autrement que par la mise en acte de sa méthode, mais par contre, les effets qu'elle produit, eux, peuvent être qualifiés dans le champ du politique, dans le champ de l'éthique, dans le champ du social, dans le champ culturel, etc. Donc, si vous voulez, ça peut être très important que, effectivement, les citoyens participent à une évaluation en disant ce que ça leur apporte, mais pas sur un mode tel que, on a vu dans le domaine de l'autisme, pour ne pas tourner autour du pot par exemple, comment les lobbies, n'est-ce pas, vont faire pression et vont déterminer une sélection des méthodes en fonction de leurs croyances. Ils ont tout à fait le droit de croire, d'autant plus parce qu'ils le vivent avec leurs propres enfants, d'autant plus parce qu'éventuellement, ils ont effectivement été maltraités par certains praticiens. Ça va de soi. Mais, et on voit derrière, et alors là, c'est très net, je ne sais plus si c'est le Québec ou le Canada du coup, mais on voit très bien, lorsque la méthode ABA est inscrite dans les tables de la loi, au Québec ou au Canada, je ne sais plus, bon, là, ça devient une aberration. Vous voyez, c'est comme si on inscrivait une loi de la physique ou une loi de la chimie, n'est-ce pas, dans un texte législatif. Ça deviendrait complètement fou. Et ben, c'est, à mon avis, c'est le symptôme de notre incapacité à créer des lieux où, effectivement, chercheurs d'orientations différentes, d'intérêts différents, et citoyens également, et politiques, et financeurs, ça va de soi, n'est-ce pas, puissent se rencontrer et parler. Donc, à mon avis, le drame aujourd'hui, c'est ça, n'est-ce pas? C'est une espèce de dysfonctionnement par carence de temps et par carence de récits, de paroles et d'échanges.